Pour commenter l'actualité de l'intelligence artificielle, j'ai convié Anne Bretonnière. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la chef data science et IA chez Renault. Et puis avec vous, Sylvain Duranton, le directeur monde de BCG-X. C'est l'activité en fait du grand groupe de conseil en stratégie qui est vraiment concentrée sur la data et l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Exactement. Et également en plateau, Alexandre Zapolski, le cofondateur et président de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour, Alors, je propose qu'on commence avec, c'est une question presque pour Alexandre que j'ai envie de poser, avec cette question autour de l'open source et de l'intelligence artificielle. On a cru à un moment que ce serait une façon pour l'Europe de se différencier dans ces grands modèles de langage américains qui s'imposent, avec Mistral qui nous est apparu comme une promesse d'un certain leadership européen à travers des modèles open source. Et puis là, patatras, ça s'écroule un petit peu tout ça quand même. Alexandre, quelle est votre perception de ce qui se passe ? Ça s'écroule pas uniquement parce que Mistral a signé un partenariat avec Microsoft et a décidé finalement que son modèle de langage large serait sous forme propriétaire et payant. Ça s'écroule aussi parce qu'on a Elon Musk qui sort Grok en open source, un Américain, Meta aussi qui se positionne sur l'open source. Donc finalement, c'est plus ça le sujet, l'open source et l'Europe Comme toujours, il y a open source et open source. C'est comme dans le green. C'est-à-dire Tout le monde veut être green et il y a beaucoup de greenwashing. Et donc, il y a beaucoup d'open source washing. Et donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on met le mot open, voire même open source, qu'on est open source. Et donc, il faut d'ailleurs que l'écosystème travaille sur ce sujet-là. Nous, on travaille avec l'Open Source Initiative pour justement définir ce qu'on va pouvoir appeler open source AI. Notre conviction, c'est que qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Alexandre ? Que par exemple, le modèle de Meta n'est pas véritablement open source ? Ah, c'est clair, ça a été dit. L'Open Source Initiative... On l'a même dit sur ce plateau. Ben voilà, exactement. Une question un peu faussement innocente. C'est une fausse, une fausse question, une fausse interrogation. Donc, non, c'est pas open source. L'OSI l'a dit. C'est de la science ouverte, en fait. Exactement, c'est de la science ouverte. C'est-à-dire que ce que font ces soi-disant modèles LLM, soi-disant open source, c'est qu'ils permettent, sous certaines conditions, et donc ils limitent la possibilité de pouvoir les utiliser, sous certaines conditions, vous avez le droit d'utiliser en fait le logiciel. Mais par exemple, vous n'avez pas le droit d'en faire un usage commercial. Et puis surtout, ils livrent certes le modèle, ils livrent les méthodes d'entraînement, mais ils ne livrent pas les datasets. Et nous, on est très clair. Une IA réellement open source, c'est une IA pour laquelle vous avez accès au modèle, aux méthodes d'entraînement et aux datasets. Et c'est ce qu'on fait avec la communauté OpenLLM France. Et Grok 1, donc l'IA d'Elon Musk, n'est pas totalement open source. J'étais sûr que vous me poseriez la question, donc je suis quand même allé vérifier juste avant de venir et je vous le réponds, non, il ne livre pas en fait le dataset. Alors le dataset d'un autre côté, on le sait, c'est tout Twitter. C'est Twitter. Mais ce qui pose aussi une difficulté, c'est que quand vous ne connaissez pas en fait votre dataset, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans et vous n'êtes pas certain que ça soit des données de qualité et ça peut poser en fait des difficultés. Alors je ne vais pas donner les noms de ces moteurs open source d'IA, mais certains, par exemple, quand vous les interrogez sur quelle est la capitale de Taïwan, leur réponse naturellement c'est Pékin. Parce que pour un certain nombre de modèles LLM, ils considèrent problème géopolitique. Exactement, la même chose sur le Sahara occidental. Certains vous disent que le Sahara occidental, c'est algérien, et donc ça peut poser bien sûr en fait des problèmes à d'autres. Ou le cassoulet toulousain, qui existe dans tous les LLM de qualité, on va dire. Mais certains, ils ont été entraînés sur des datas d'influenceuses américaines, et la méthode que vous avez de cassoulet américain, c'est celle d'une influenceuse américaine. Ça ressemble en rien au cassoulet toulousain qu'on connaît. Je ne connaissais pas l'exemple du cassoulet, Alexandre. Pour respecter les cultures, les civilisations, il faut être clair, on a besoin de modèles réellement open source. Et c'est ça qu'on fait avec cette fameuse communauté OpenLLM France, qui réunit aujourd'hui plus de 600 chercheurs, CNRS, INRIA, et tout un tas de gens. Je suis quand même allé chercher, et on va l'afficher, le tableau des principaux langages, grands modèles de langage, les LLM, c'est de le dire en français, à chaque fois ça me fait vriller le cerveau. Si vous regardez bien dans cette liste, c'est propriétaire, 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 propriétaire. Anne, faire de l'IA open source, c'est très compliqué ? C'est possible. Mais ça nécessite déjà des jeux de données, comme on l'a dit, sur lesquels on peut finalement construire, parce que finalement, comme on va donner une réponse à partir de ces données qui ne soient pas trop biaisées, et si le biais, faut qu'on les choisisse, qu'ils soient en accord avec nos valeurs. Après, construire ces modèles-là
sur de l'open source et du fine-tuning, on peut le faire et il faut le faire pour qu'on puisse rajouter nos domaines d'expertise. Donc, est-ce que l'open source, c'est possible ? Oui. Après, nous, pour des grands groupes comme Renault, on n'a pas vocation à devenir des boîtes créatrices de large language model. On a des vocations à les utiliser pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services au service des gens. Mais cette question du choix, quel modèle on choisit, est-ce que l'open source, c'est une question qui se pose ? Là, je vais peut-être me tourner vers Sylvain et reprendre ma question au départ. On avait cette ambition de créer un modèle européen open source. Est-ce que ça, c'est totalement abandonné ? Est-ce que l'open source peut avoir une place dans les grands modèles de langage demain ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors déjà, vous demandiez sur l'IA. Il faut voir que sur l'IA, il y avait beaucoup d'open source qui s'est développé historiquement. Quand on a travaillé en machine learning, en deep learning, il y avait des bibliothèques open source enrichies par des communautés, ça tournait. Donc, c'était possible. Alors, sur GenAI, je dirais que ce qui rend le modèle open source plus difficile, mais pas non moins désirable, c'est qu'il y a besoin de puissance de calcul pour l'entraînement et que c'est cher. Et qu'à un moment donné, on peut fédérer assez facilement du travail de codeur, parce que chaque individu peut contribuer. Maintenant, avec les coûts d'entraînement, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une émergence évidente d'open source aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées. Il y a, et ça a été dit, l'exemple de Meta qui dit, ben voilà, moi je vais mettre à disposition, mais ça coûte très cher. Et du coup, il y a la question de savoir est-ce que c'est du vrai open source ou pas du vrai open source. Il y a des modèles qui ne sont pas complètement purs. Il y a ce qui s'est passé, enfin, il y a plusieurs grands modèles sur lesquels on est passé d'un discours qui était très open à un discours qui s'est... Alors, par exemple, Mistral AI s'explique en disant on n'a jamais dit qu'on ferait que de l'open source. Bien sûr, c'est des modèles hybrides. Voilà, mais donc ce grand modèle, il a choisi de le passer en mode propriétaire pour une raison économique. Oui, parce qu'en fait, à un moment, c'est dur de le faire tourner. Après, ce que je pense, c'est que nous, quand on déploie ces technologies, alors, quand on déploie ces technologies, c'est pas le pari sur un modèle. En général, on en déploie plusieurs à la fois qui se répondent, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs natures d'enjeux. Il y a la course. Alors, il y a la course à la puissance. Et là-dessus, les modèles les plus génériques, versatiles, etc., qui sont la liste que vous montriez là, il y a une course aux armements là-dessus. Et sur cette course aux armements, à un moment donné, il faut arriver à financer de l'infra. Alors, on peut imaginer qu'il y ait des moyens de financer de l'infra qui soient fédérés. On peut imaginer qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à contribuer de l'infra. Et on peut se dire qu'il y a des modèles puissants qui peuvent émerger, qui soient en open source. Après, il y a aussi tout un tas d'autres modèles qui peuvent être plus spécialisés pour certains usages, qui vont requérir beaucoup moins de puissance de calcul, où là, le modèle open source peut marcher à plein. Et il n'est pas complètement dit de quel est le type de modèle à la fin je ne pense pas qu'il y ait un type de modèle qui va remporter la mise. On aura tout un tas de variétés de types de modèles que les gens vont utiliser. Je pense que certains modèles commerciaux vont perdurer, alors que si vous prenez en ML, il n'y a aucun modèle commercial qui a jamais perduré. C'est passé en full open source. Je pense qu'il y aura une partie qui sera en open source, il y a une partie qui sera commerciale. Pour moi, le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'open source. Parce que si on est dans un système où il n'y a plus que du commercial aux mains de quelques très grosses entreprises de tech qui seront probablement américaines pour nous, on est un peu en danger quand même. Et je ne parle même pas simplement de l'économie, c'est juste pour le bon fonctionnement du marché, de la société, etc. Et là, notre culture, enfin, pour moi, c'est vital. Mais là, je pense qu'il y a des enjeux, au-delà de la technique, qui sont des enjeux réglementaires. Il y a une bataille de lobbying qui fait rage sur ces sujets. Et je pense que tout ce qui peut favoriser l'émergence de solutions européennes ou open source, je pense que c'est très important. On a essayé de donner un coup de pouce à Mistral AI, mais bon, finalement, ils ont quand même signé leur principal accord avec Microsoft, l'américain, parce qu'ils ont besoin de cette plateforme numérique gigantesque. Nous, on n'en a pas en Europe, des géants du numérique, tout simplement. Cet argument commercial, parce que c'est Arthur Mensch qui nous dit, moi, ce deal commercial va me permettre de financer la recherche. Alors en fait, ils ont besoin, ils ont besoin de la plateforme de diffusion. Ils n'en ont pas besoin de Microsoft pour une question de calcul. Ils en ont en fait besoin pour un go-to-market. Et donc, ils s'associent. Alors, c'est vrai que
en fait, ils prennent personne au dépourvu. Le business plan de Mistral était disponible en ligne. Il fait 7 pages et ils ont toujours été clairs. Ils développent en fait des modèles open source, mais ils ont toujours expliqué que leurs revenus viendraient en diffusant des modèles qui seraient, eux, plus open source, et les modèles les plus puissants seraient propriétaires et payants. Donc, en réalité, quelque part, si les journalistes avaient fait l'effort d'aller regarder et de gratter un temps soit peu... Pas que les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de la communauté open source qui avait aussi envie d'y croire à ces modèles oui, alternatifs. mais c'est ça, parce que en fait... Alexandre. Vous avez raison, Delphine. Non, mais ici, en plus, vous avez toujours fait un travail en fait, d'analyse sérieux, et bien sûr, ce n'était pas une critique en fait, vis-à-vis de Smartech. Mais bien sûr. Mais honnêtement, toute l'information était disponible depuis le départ. Donc, personne n'aurait dû être surpris. La surprise, c'est le deal avec un Américain. Oui, non, c'est pas une surprise, parce que naturellement, si vous voulez en fait avoir un marché mondial, il faut aller voir en fait ces grands acteurs mondiaux. Mais par contre, l'erreur, c'est de croire que en mettant tous nos œufs dans le même panier, on va y arriver. Et donc, ce qui est essentiel, c'est la biodiversité numérique, y compris dans les IA open source. Et donc, moi, je suis convaincu que Mistral va avoir en fait certainement beaucoup de succès et je leur souhaite beaucoup de succès et tant mieux qu'on ait des champions français qui aient des succès. Mais ma conviction profonde, c'est que Mistral ne sera pas l'acteur champion de la souveraineté numérique dans le domaine de l'IA française et européenne. Et pour ça, je pense que moi, il faut casser les codes, il faut complètement changer le game. Et donc, le seul modèle qui va permettre de s'imposer face aux géants américains, ce sont justement des modèles réellement open source. Et c'est pour ça qu'il faut inventer des nouvelles façons de fabriquer. Surtout que là, on est au début de l'histoire, donc il n'est pas trop tard. Exactement. Il faut fabriquer différemment. Il faut fabriquer différemment. Et donc, ne pas tout attendre d'un seul acteur économique. Et c'est là où la coopération entre le public et le privé est essentielle. Sur les moyens de calcul, on nous dit toujours, oui, il y a des problèmes, ça coûte cher, etc. Ben, c'est faux, parce que quand vous faites de l'open source, vous avez accès en fait, à des moyens de calcul qui sont juste gigantesques. En France, on a une organisation qui s'appelle le GENSI, qui gère le fameux supercluster Jean-Z, qui vient d'ailleurs aujourd'hui, qui a annoncé en fait son extension. Ils viennent d'acheter en fait des clusters supplémentaires auprès de Exbull, donc Atos aujourd'hui, évident. Et donc, on n'est pas pauvre en moyens de calcul en fait en Europe. Et puis surtout, c'est que ça, c'est pour l'entraînement. Mais ensuite, sur la partie business commercial, sur la partie inférence, fine-tuning, la réalité, c'est que vous n'avez pas tant besoin de moyens de calcul que ça. Et d'ailleurs, on développe de plus en plus des modèles light ou plus légers. Absolument. Qui permettent d'être inférés ou fine-tunés juste sur des CPU. Donc tout ça, c'est du blabla. La réalité, c'est qu'il y a une troisième voie qui est possible et qu'il faut qu'on bosse en fait dans cette direction et surtout qu'on ne se décourage pas. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Allez, il faut qu'on accélère. L'autre sujet, c'était sur les perspectives économiques liées à l'intelligence artificielle. On va dire de manière générale, pas que générative, mais enfin en ce moment c'est quand même ça l'emballement. Comment c'est perçu par exemple au sein d'un grand groupe aujourd'hui, l'IA, comme un générateur de nouveaux business C'est un générateur de croissance, d'emploi. En fait, l'IA va s'intégrer. Non, on va transformer notre manière de travailler, on va transformer aussi nos produits. Avant, on vendait des voitures pour aller d'un point A à un point B. Maintenant, c'est des produits technologiques. On va pouvoir pousser des nouveaux services, pousser améliorer l'expérience finalement de mobilité. Et l'expérience de mobilité, ça va pas simplement être le moment où vous montez dans votre voiture, ça va être quand vous êtes chez vous et que vous voulez aller vous accompagner vos enfants à l'école. Donc on va venir vous suggérer de dégivrer votre voiture à 8h20 parce qu'il fait moins 5 aujourd'hui. Je voulais vous faire réagir, Sylvain, sur le chiffre qui est dans le rapport sur l'intelligence artificielle qui a été rendu récemment au président Emmanuel Macron, qui nous parle de 250 à 400 milliards d'euros du PIB à horizon 2030-2035, une hausse de ce niveau-là. Vous y croyez grâce à l'IA ? Alors oui, quand on cumule 1% de croissance pendant suffisamment longtemps, ça fait des chiffres qui donnent le vertige. Donc la question, c'est est-ce que c'est moteur de croissance pour les économies ou pas ? Oui. Et la réponse, c'est oui. Alors de deux façons. Aucun doute. Aucun doute. Il y a deux choses qui jouent. La première, c'est qu'il y a des gains de productivité qui peuvent être faits. Et la productivité, c'est de la croissance. C'est un des moteurs de la croissance économique, c'est la productivité. Et puis ensuite, il y a des gains de revenus, ce que vous demandiez. Et quand on voit, nous, les entreprises, on a fait un sondage là, en fin d'année dernière pour voir un petit peu le niveau d'avancement des entreprises sur l'intelligence artificielle.
Celles En qui France ou dans le monde? Dans le monde. Ok. Dans le monde, mais on a un échantillon français et les messages sont les mêmes. Quand on regarde les entreprises qui sont les plus avancées, elles travaillent toutes à la fois sur des sujets de productivité et des sujets de revenus. On est bien sur ces deux choses. Alors, la productivité, c'est parfois un peu impalpable, parce que tout le monde a été frappé par les annonces faites par tel acteur de call center ou telle entreprise. Qui licencie. Licencier 800 personnes, etc. Bon. Il licencie peut-être un peu trop vite, je sais pas. Après, la plupart de la productivité qui vient grâce à ces outils, c'est une productivité de faible ampleur pour beaucoup de monde. Et le déploiement de tous ces outils, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent quelques heures par semaine dans leurs travaux, etc. Alors, est-ce qu'on se dit quelques heures par semaine, on va arriver à faire des immenses restructurations pour ça? Non, je ne pense pas, parce qu'une fois que chacun a gagné 2 heures, bon, on va pas en faire grand-chose. En revanche, il va y avoir ces gains de productivité vont se matérialiser parce qu'on va faire un peu plus, un peu différent, un peu ceci, un peu cela. Et moi, je vous suggère qu'on organise un débat sur cette question de l'emploi et de la croissance, parce que malheureusement, on a déjà écoulé tout le temps qu'on avait pour discuter de cette actu de l'IA. On n'aura même pas eu le temps de terminer nos sujets. Merci beaucoup Anne Bretonnière de Renault, Sylvain Duranton du BCG, Alexandre Zapolski de l'Inagora. C'est passé très vite. Je vous réinviterai bien évidemment avec grand plaisir.